extraordinaire de Pierre Bellemare. Eh bien, voyez-vous, il y a des choses à ne pas faire si vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour un fou. Exemple, ne pas payer les traites de ses meubles, rosser à coups de bâton l'huissier qui vient les saisir et le jeter dehors. Il faut savoir se retenir de rosser l'huissier. Albert Pell, logé à Montreuil, ne put pas se retenir et on l'enferma à Sainte-Anne pendant 15 jours. Vous me direz qu'15 jours, c'est pas beaucoup, et si ça l'a soulagé, après tout, on peut l'admettre. Peut-être. Cela dit, je ne vous conseille pas de rosser un huissier parce que si vous êtes comme Albert Pell, votre avenir et celui de vos proches m'inquiètent beaucoup. On commence par rosser un huissier et on se retrouve avec son nom écrit en grosses lettres au firmament des dossiers extraordinaires. Avant toute chose, voyons un peu à quoi ressemble Albert Pell, notre rosseur d'huissier. Il est élevé par sa maman et, à l'époque de sa vie qui nous intéresse, il a 23 ans et il vit avec elle. Madame Pell a acheté, rue Rochechouart à Paris, un fonds de commerce d'horloger pour son fiston. Elle a cru bien faire en lui donnant la possibilité d'exercer le même métier que son papa. Seulement pour faire un bon horloger, il faut être passionné d'horlogerie, de mécanique de précision, avoir l'amour du temps qui s'égrène au rythme des balanciers. Albert Pell a d'autres passions bien mystérieuses. Parfois, il reste enfermé dans sa chambre des semaines entières. Il n'ouvre à personne, se nourrit de quignons de pain et de morceaux de fromage. Par moments, on l'entend jouer de l'orgue. Madame Pell se rengorge. Mon fils adore la musique. C'est un musicien né. Mais quand l'orgue se tait et que la porte reste fermée, à quoi joue donc Albert Pell? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne répare guère les montres qu'on lui apporte et que la boutique ne fait guère de bénéfices. Les rares fois où Albert Pell sort de chez lui et parle à des étrangers, il leur raconte n'importe quoi. Qu'il est médecin, ou électricien, ou sauveteur homologué, ou mathématicien de génie, ou philosophe. C'est évidemment un mythomane. Et qu'est-ce qu'un mythomane? C'est le plus souvent un individu instable, vaniteux, sans personnalité et volontiers théâtral. Les enfants sont quelquefois mythomanes pour attirer l'attention sur eux en général, parce qu'ils manquent d'affection ou croient en manquer. Albert Pell, dont les parents avaient divorcé très tôt, était peut-être dans ce cas-là. Le mythomane peut également être pervers et faire du mal aux autres, mais en général, il a toujours un but précis, soit se faire remarquer, soit récupérer de l'argent. Albert Pell a 2 buts dans la vie, se faire remarquer et récupérer de l'argent. C'est un personnage intéressant. Il faut dire que la nature ne l'a pas gâté. Il est laid, maigre, goitreux, le teint est grisâtre, l'œil sournois. Le tout agrémenté d'une barbiche et de lunettes de myope. Ce signalement est extrêmement curieux d'ailleurs, pour un homme qui, tout au long de ce dossier, va s'occuper exclusivement de femmes, en tirer sa subsistance et sa notoriété. À 23 ans, la première femme de sa vie, c'est encore sa mère. Mais Madame Pell est malade, depuis plusieurs semaines elle se plaint de vertiges, de maux de tête et d'horribles douleurs au ventre. Albert apparemment s'en soucie comme d'une guigne. Un matin, une femme sonne à la petite maison rue de Charonne. C'est une amie de Madame Pell qui vient prendre de ses nouvelles. Elle la trouve bien malade et va tambouriner à la porte d'Albert. Des flots de musique lui répondent. Elle insiste et il finit par entr'ouvrir sa porte, l'œil maussade. Qu'est-ce que c'est? Albert, je viens voir votre maman, elle est très mal. Il faut faire venir un médecin. Il est déjà venu hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il reviendrait? Il reviendra pas, ça ira mieux demain. Et la porte se referme sur le mystère de la chambre d'Albert et son indifférence totale à la maladie de sa mère. Le lendemain, l'ami se présente à nouveau rue de Charonne. Cette fois-ci, Albert ouvre la porte, toujours aussi indifférent. « Ça y est », annonce-t-il, « elle est morte. » La visiteuse sursaute et s'empresse, désireuse d'aider ce pauvre Albert, qui doit être bien malheureux. En fils aimant qu'il est sûrement, elle propose d'aider à l'ensevelissement. « Sûrement pas. »
On touche pas aux mortes. En réalité, seul dans la maison, Albert fouille les meubles, soulève les parquets dans l'espoir de découvrir le magot de sa maman. Il ne trouve rien et ne se prive pas d'étaler sa déconvenue devant le voisinage interloqué. « J'ai rien trouvé. Elle avait du coup de l'argent dans sa jupe. On l'a enterré avec, c'est bien ma veine. » On commence à le trouver vraiment bizarre, cet horloger. D'ailleurs, il décide très vite qu'il n'est plus horloger, maintenant que maman n'est plus là, il n'y a aucune raison de se forcer, alors il décide qu'il est professeur à la Sorbonne, ou peut-être organiste à la Trinité, c'est plus chic. Il dépense à tort et à travers l'héritage de son père, ne paie pas ses meubles, et c'est là qu'il rosse l'huissier. Et c'est là qu'on l'interne 15 jours à Sainte-Anne. Il s'y tient très très sage, et assure qu'il n'est pas fou. On le relâche, la conscience tranquille. Vous pensez? Si l'on devait enfermer à vie tous les rosseurs d'huissiers, les psychiatres ne sauraient plus où donner de la tête. Mais les psychiatres ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils viennent de rendre la liberté à un homme libre. Je m'explique. Albert Pell, en effet, est débarrassé de sa mère, dans des conditions bizarres d'ailleurs, est désormais un homme libre. Libre de ses instincts, de mythomane et des autres. Il n'a pas d'argent, mais il se met en tête de commanditer un théâtre, les délassements comiques, et en même temps, il se fait passer pour médecin et électricien, ce qui n'a rien à voir, et en même temps, il prend une maîtresse et une bonne à tout faire. La maîtresse, Eugénie Meyer, n'est pas très belle, elle est couturière, elle a 10 ans de plus que son amant, mais l'amant est laid, il faut savoir se contenter de ce que la vie vous apporte. Albert a promis le mariage, et Eugénie Meyer s'installe à demeure en même temps que la bonne Marie. À demeure, cela veut dire dans un petit pavillon fort isolé, au Terne, que les huissiers ne connaissent pas et où Albert Pell s'enferme de nouveau. Il prétend qu'il travaille dans le génie et la chimie. Il ne veut voir personne, on lui passe son courrier sous la porte. Des flots d'orgue s'élèvent à nouveau, passant par les fenêtres closes, inquiétant vaguement les passants, des fumées étranges s'échappent de l'unique cheminée. Mais les voisins les plus proches sont à 200 mètres et nul ne s'inquiète de ne plus voir sortir les deux femmes. C'est qu'Eugénie est malade. Bien malade, au dernier degré de la phtisie, prétend Albert à la bonne qui s'inquiète. Et la bonne est malade aussi. Marie, pourtant vigoureuse, a mal au ventre, et vomit pour un oui ou pour un non. 15 jours passent. Un matin, Marie sort du pavillon. Elle est verte. Elle tient à peine debout. Mais elle a décidé de se rendre à l'hôpital. Elle y arrive, s'y tient quelques jours, et en ressort guérie. Elle se précipite au pavillon pour prendre des nouvelles de sa maîtresse. Albert ouvre la porte, toise Marie. Qu'est-ce que c'est? Madame Eugénie va mieux? Elle va tellement mieux qu'elle est partie. Alors vous n'avez plus besoin de moi? Pas vraiment. Marie ne saurait dire pourquoi, mais l'air de son patron, la barbiche qui pointe dans la porte entrebâillée, elle se sauve. Alors les places de bonne, ça se trouve toujours quand on a la santé. Cet homme-là a l'air d'un diable. Oh, qu'elle a raison, Marie. Elle ne le sait pas encore, mais qu'elle a raison. La porte s'est refermée sur le pavillon, déserté par les femmes d'Albert Pell, et il reste seul là pendant 6 mois. Et tout d'un coup, il déménage. Personne ne lui demande où il va, mais il se croit obligé d'annoncer à la cantonade qu'il va se reposer dans le Midi. En réalité, il reprend avenue Kléber, son métier d'horloger. Ça ne le pensionne pas, mais il a découvert qu'il pourrait prendre des apprentis. À un voisin de sa boutique qui s'étonne de le voir prendre des apprentis femmes, il explique « C'est plus pratique. Elles me font ma cuisine et puis j'en ai 3. 2 dans une chambre, la 3e avec moi. Tous les soirs on tire au sort. » Un coquin, ce vilain horloger. Et ça ne lui suffit pas. Il va prendre femme, et cette fois-ci pour de vrai. Il épouse une autre Eugénie, la 2e de sa vie, Eugénie Bufferot, qui lui apporte 4000 francs de dot et une belle-mère. Les portes de la maison se referment à nouveau sur la jeune épousée et son diable d'époux, qui se remet à jouer de l'orgue. Donc Albert Pell, ce diable d'horloger, a épousé Eugénie Bufferot le 26 août. Le 24 octobre suivant, elle est morte. Douleur d'entrailles, vomissements, déshydratation. Le médecin, mandé par la belle-mère, a parlé de champignons, de gastro-entérite et d'impuissance à enrayer la maladie. On enterre Eugénie, et sa mère réclame la dot. 2 mois de mariage, c'est trop peu pour 4000 francs. Albert ricane. Vous pouvez vous fouiller? Hein? Une maladie comme ça coûte cher. Il est de plus en plus décontracté l'horloger, de plus en plus sûr de lui. Les femmes passent, Albert demeure. Et 9 mois après, il se remarie.
Angèle Murat lui rapporte 5000 francs de dot et une nouvelle belle-mère qui a du bien. Albert est un gendre adorable. Il insiste pour que sa belle-mère habite sous son toit. Mais si, venez. Il insiste pour qu'elle fasse un testament en faveur de sa fille. Mais si, on ne sait jamais. Et il insiste ensuite pour que la fille fasse un testament en faveur du mari. Alors si la belle-mère meurt, c'est la fille qui hérite. Si la fille meurt, c'est lui qui hérite. 2 précautions valent mieux qu'une. Il en aurait fallu 3. Car la belle-mère tombe malade, la fille aussi, mais la belle-mère se sauve, poussée par on ne sait quel pressentiment. Et la belle-mère guérit. Elle ne meurt pas, elle n'a pas l'intention de mourir. Alors à quoi bon avoir une femme malade dans ces conditions? Car même si la femme meurt, l'argent reste à la belle-mère. Ce qui fait que la fille guérit. Elle guérit aussi soudainement que la mère. Albert lui fait une vie impossible. Il a touché la dot, si elle n'est pas contente, elle peut partir. Et alors, elle part. Elle part retrouver sa maman. Et le temps que la dite maman meurt de sa belle mort, Albert Pell a autre chose à faire. Il a rencontré une nouvelle Eugénie, la 3e de sa vie. Eugénie Rabule. 1200 francs d'économie à portée de la main, car Eugénie est domestique dans la maison d'en face. Mais Eugénie est belle. C'est un problème sérieux pour l'horloger. Comment faire pour séduire avec ce teint blême, ces yeux rouges, ce cou goitreux, cette maigre barbiche, même qu'on en est le diable? Comment faire pour séduire? Albert écrit. Il écrit à n'en plus finir. Et je ne vais pas résister à vous lire le dernier petit mot exquis de précision subtile, de tentation flatteuse qu'il adresse à sa belle. Écoutez bien. Mademoiselle, pardonnez, je vous prie, cette dernière lettre, motivée par l'appréciation de votre personne, et que m'ont suggéré la réputation dont vous jouissez et les qualités que l'on s'accorde à vous attribuer. Je puis me tromper, mais peut-être, estimez-vous, avec trop d'indifférence, ma situation modeste sans doute, mais dans laquelle vous trouverez un abri contre les vicissitudes de votre condition actuelle, une liberté, une joie, en un mot un bonheur tel que vous n'osiez l'espérer. Venez me voir, nous pourrions dissiper ensemble les craintes que bien à tort vous avez pu concevoir, etc., etc. Eugénie Rabule lit. Eugénie Rabule déchire et déclare bien haut dans le voisinage: il a une tête qui ne me revient pas. Mortifié, c'est son premier échec, Albert se rabat avec rage et promptitude sur la première femme laide et vieille qui passe à sa portée. Ce n'est plus une épouse qu'il cherche, mais une associée. Élisa Baumer, adhérente, parfait. Elle veut bien s'installer chez lui, encore parfait. C'est maintenant une habitude, il déménage, s'installe à Montreuil, ferme les portes et joue de l'orgue. Mais le temps n'est pas loin où Albert Pell va devenir célèbre. On l'appellera l'horloger de Montreuil. Il joue sa dernière partition sans le savoir. Élisa Baumer est enfermée à Montreuil et ne tarde pas à s'en mordre les doigts. Elle est, vous l'avez dit pour moi, malade. Malade comme Madame Pell, malade comme Eugénie numéro 1, malade comme Marie la Bonne, comme Eugénie numéro 2 et sa mère, comme toutes les femmes qui se laissent approcher par l'horloger de Montreuil. Elle est tellement malade qu'une voisine, puis 2, l'aperçoivent se traînant dans le jardin plié par la douleur. On lit conversation, on s'étonne que le médecin ne soit pas venu. À bout de force, Élisa ne peut que répondre: que voulez-vous? Il ne veut pas. Cela se passait le 7 juillet. À partir du 12 juillet, on ne vit plus du tout Élisa Baumer. Et les voisines prévinrent la police car la maison était close. Albert Pell n'était pas là, du moins semblait-il. Et enfin, tout cela était bien bizarre. La police fit des recherches, asile, hôpitaux, état civil, pompe funèbre, en province, en Belgique. En Belgique, c'était le pays d'Élisa. Rien. Le 15 juillet, une odeur épouvantable infesta la maison de l'horloger. Le 16 juillet, une odeur de chair brûlée se répandit alentour. Le 17 juillet, une odeur de chlore. C'est moins gênant, voire rafraîchissant, mais c'est suspect. Une délégation de voisins se rend chez la concierge en palabre et on expédie un rentier, terrorisé mais vindicatif, s'informer chez l'horloger qui manifeste avec trop de désinvolture son retour à domicile. Monsieur Klein, le rentier, frappe à la porte du logement. « Ces odeurs sont insupportables, monsieur. Vous pourriez respecter vos voisins. » Albert Pell entrouvre la porte, pointe sa barbiche et grogne. « Qu'est-ce que vous voulez ? Madame Élisa n'est pas là, vous comprenez, c'est à cause de ces odeurs. » Élisa est partie, je désinfecte. Cette dame a laissé de mauvaises odeurs derrière elle.
Terrorisé, M. Klein repart faire son rapport, mais le grand conseil des voisins n'est pas satisfait. D'autant plus que toute la nuit, le fourneau de l'horloger ne cesse d'illuminer les persiennes pourtant closes. Le lendemain, une voisine, plus hardie que les autres, décide d'en avoir le cœur net. Elle grimpe sur une échelle jusqu'à la fenêtre de la chambre qu'occupait Elisa, et par les fentes des volets, elle aperçoit le lit vide, en désordre, le plancher couvert de chlore, et devant le fourneau, une large couche de cendres. En dégringolant de l'échelle aussi vite que son émotion le lui permettait, la voisine échevelée s'écrie « Il a fait cuire Madame Elisa !» Cette fois-ci, le grand conseil des voisins alla tenir sa réunion au commissariat le plus proche, et Albert Pell, l'horloger, est arrêté. Permettez-moi à ce point du dossier de vous fournir un petit résumé. 1. Madame Pell meurt mystérieusement au domicile de son fils. 2. Marie Labonne tombe malade chez l'horloger, en sort et guérit rapidement. 3. Eugénie Meyer, sa maîtresse, tombe malade et disparaît. 4. Eugénie Buffreau, sa première femme, meurt après 2 mois de mariage. 5. Angèle Murat, sa seconde femme, tombe malade. 6. La mère d'Angèle Murat aussi, elle s'éloigne toutes deux à temps. 7. Elisa Baumer, sa dernière conquête, tombe malade et disparaît. Parce que l'enquête de la police arrive aussi à ce petit résumé, qu'elle apprend que l'horloger a vendu des biens et des bijoux de toutes ses femmes. Elle a, comme on dit, de fortes présomptions morales de soupçonner l'horloger de Montreuil d'être un nouveau Barbe Bleue. Que faisait-il enfermé chez lui? Il jouait de l'orgue, c'est vrai, mais il fabriquait de curieux mélanges de substances chimiques dont il avait obtenu officiellement, apprend-on, la détention et l'utilisation, tenez-vous bien, par la préfecture. Pourquoi faire? Des recherches. Albert Pell est un génie méconnu, ne l'oublions pas. Que sont devenues les femmes qui ont disparu de chez lui? Elles sont parties, tout simplement. Les femmes partent souvent et ne reviennent plus. On ne peut rien contre ça. Ça se voit tous les jours. On lui reproche d'avoir annoncé la mort de sa mère et de ses compagnes avec une désinvolture anormale. Mais Albert Pell s'étonne. Y a-t-il une façon spéciale d'annoncer la mort de quelqu'un? Pourquoi n'a-t-il pas rendu la dot que lui réclamait sa belle-mère? Je trouvais ça inconvenant. Comment se fait-il qu'il ait laissé partir Elisa, sa dernière conquête, sans lui demander où elle allait? Par discrétion. Elle me devait 37 francs. Bref. Les 7 femmes de l'horloger de Montreuil ont vécu leur vie comme elles l'entendaient, elles sont mortes comme elles l'entendaient, elles ont disparu d'eux-mêmes, mais il y a quand même de quoi faire un procès. On ne retient contre lui au cours du procès que 2 crimes. L'empoisonnement d'Eugénie Buffreau, sa première femme, et la disparition suspecte d'Elisa, sa dernière associée. Motif? On a trouvé de l'arsenic dans le corps exhumé de la première, on a trouvé dans la chambre d'Elisa un tas de cendres fort intéressant. Pied à pied, argument contre argument, calme, voire ironique, l'horloger de Montreuil, Landru, avant la lettre, nie tout, et tourne en ridicule les experts et les médecins dont il estime les analyses et le diagnostic bien tardifs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de preuves palpables. À bout d'arguments, le président du tribunal se fâche. Mais enfin, vos 2 belles-mères vous accusent. Et l'horloger triomphe. Quand les belles-mères seront crues en justice, ce sera la mort de tous les gendres. On ne retrouva jamais le corps de sa dernière victime. On ne put jamais prouver que l'énorme tas de cendres s'appelait Elisa Baumer. Et Albert Pell ne fut pas guillotiné. Le jury le condamna aux travaux forcés à perpétuité et il termina sa vie au bagne. La justice avait fait confiance aux belles-mères, mais à moitié seulement.